Révision d'électricité. Le but de ce cours est de distinguer les grandeurs, tension, intensité, résistance et puissance et de savoir utiliser les conventions d'orientation pour algébriser les tensions et intensités, c'est-à-dire tout simplement leur affecter des signes plus et moins, et utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles, ainsi que la loi de puissance. Alors, les grandeurs en électricité. Intensité, tension et résistance. Alors l'intensité est certainement la grandeur la plus facile à définir, c'est la quantité de charge électrique qui passe en un point du circuit à chaque seconde. Alors nous avons ici, sur cette petite bande dessinée, un compteur qui montre que on peut, avec un cadran à aiguille, mesurer la quantité de charge électrique qui passe en un point du circuit à chaque seconde. En fait, ce qui circule dans le circuit électrique, ce sont des électrons. Chaque électron est porteur d'une charge électrique, c'est 1,6 10-19 coulombs, d'après les cours vus précédemment. Et donc, plus il y a d'électrons qui passent chaque seconde en un point du circuit, plus il y a de courant électrique, et ça se mesure en ampères. Donc les ampères, c'est des coulombs par seconde. L'intensité se mesure en ampères avec un ampèremètre branché en série. Alors c'est évident qu'un ampèremètre, c'est-à-dire un appareil qui mesure l'intensité, doit se brancher en série dans un circuit parce que en fait il faut ouvrir le circuit et placer l'ampèremètre quelque part pour pouvoir faire cette mesure. C'est comme si on avait un compteur d'eau qui devait passer, un compteur de débit d'eau, si vous voulez faire une analogie hydraulique. Eh bien en fait il faudrait mettre le compteur quelque part dans le circuit, avant ou après un élément de circuit. On mesurerait par exemple un nombre de litres qui passent chaque seconde, mais pour ça il faut ouvrir le circuit et ouvrir le circuit pour mettre le compteur, et dans un circuit électrique ouvrir le circuit pour mettre l'ampèremètre. Et bien ça s'appelle brancher en série. La tension mesure la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. Elle se mesure en volts avec un voltmètre qui lui est branché en dérivation. Alors, tension, c'est une différence d'état électrique. Pourquoi ça se mesure, ça se branche en dérivation? Eh bien, si je veux mesurer la tension qu'il y a, par exemple, entre les deux bornes de la pile, justement, dans le vocabulaire même, on retrouve cette notion entre deux bornes. La tension, c'est pas en un point, la tension, c'est entre deux points. Tout comme on ne peut pas tenir un élastique et le tendre en un point, pour tendre un élastique, eh bien, il faut le tenir d'un côté et le tirer de l'autre. Une tension, c'est toujours entre deux points. Donc, la tension mesure la différence d'état électrique, et cette différence d'état électrique, qu'on appelle aussi différence de potentiel, eh bien, elle est liée à la force appliquée aux électrons dans un métal. Alors, liée, ce n'est pas une force, sinon ça s'exprimerait en newton, mais on peut dire que plus cette tension sera élevée, plus les électrons seront attirés d'un côté sur une borne par rapport à l'autre. Alors, la borne plus attire les électrons, donc le plus attire le moins, ça c'est toutes les charges électriques, et la borne moins les repousse. Alors d'ailleurs, on peut voir que si les électrons sont attirés vers la borne plus, eh bien en fait les électrons circulent du moins vers le plus, mais en fait les électrons étant négatifs, la charge électrique correspondante circule dans l'autre sens, et on retrouve bien ce qui est connu depuis de plusieurs années, c'est-à-dire que le courant va du plus vers le moins. En fait, la charge électrique va du plus vers le moins, mais par contre, les porteurs de charge vont du moins vers le plus, mais comme ils portent une charge négative, et bien quelque chose qui va dans un sens qui porte une charge négative, c'est comme quelque chose qui va dans l'autre sens avec une charge positive. Cette nuance étant précisée, on ne s'intéressera plus aux électrons comme porteurs de charge, et on dira toujours que le courant va du plus au moins comme ça a toujours été vu. Résistance. Alors, on pourrait associer la notion de résistance à la notion de frottement. Alors, si on a, en fait, dans un fil, il y a tout un ensemble d'atomes, et les électrons qui doivent circuler à travers ce réseau d'atomes auront un peu de mal à se frayer un passage au milieu de ce réseau d'atomes, et ce frottement va être à l'origine d'un phénomène qu'on appelle la résistance électrique. Alors, la résistance, c'est l'aptitude d'un matériau conducteur à s'opposer au passage du courant électrique sous une tension électrique donnée. Ça se mesure en ohms. Et alors, à ne pas confondre, on appelle aussi résistance électrique le dipôle qui est présenté ici, dont voici le symbole, et c'est le dipôle qui est caractérisé par sa résistance
Ici, une résistance, le dipôle est caractérisé par sa résistance, la grandeur qui se mesure en ohms, c'est le même mot qui est utilisé pour les deux. On peut parfois d'ailleurs trouver le nom résistor pour dipôle et résistance pour la grandeur. Ou alors aussi, alors on va le voir maintenant, la loi d'Ohm, on peut aussi parler de conducteur ohmique, ou résistor, ou résistance, résistance étant le plus courant. Alors, dans une résistance, l'intensité est proportionnelle à la tension imposée. C'est-à-dire que, eh bien, vous voyez que sur ce schéma ici, si j'applique une tension alors par exemple de 0, si j'applique une tension de 2 volts, j'ai quelque chose comme 0,6 ampères. Si j'applique 4 volts, j'ai quelque chose comme 0,12 ampères, c'est-à-dire le double. Si je double la tension, j'ai 2 fois plus d'intensité. Autrement dit, si je pousse 2 fois plus les électrons, eh bien, j'ai 2 fois plus de débit d'électrons. Il y a proportionnalité entre les deux. Cette proportionnalité semble à peu près logique, à peu près évidente, mais en fait, elle n'est valable que pour des résistances. Dans une lampe, par exemple, c'est pas tout à fait vrai. Si je double la tension, ça ne va pas tout à fait doubler l'intensité parce que, en fait, le filament de la résistance va devenir plus résistant quand la température va être élevée. Et donc, plus ça brille, plus c'est résistant et plus il faut de tension pour augmenter encore l'intensité qui passe à travers. Donc, cette loi d'Ohm, U égale RI, elle est bien pratique. Elle permet de calculer la tension ou l'intensité quand on connaît la résistance. Elle permet du moins de lier les deux. Mais par contre, attention, cette loi n'est valable que pour des résistors. Alors, quand on flèche l'intensité, non, ça, on ne va pas en parler maintenant. Alors, loi des nœuds, tiens, il y a une petite erreur ici, loi des nœuds, il ne devrait pas y avoir ça, alors on passe tout de suite ici, loi des nœuds. Alors, branche, on appelle branche une partie du circuit, comme ici, où les dipôles sont exclusivement en série. Par exemple, entre là et là, c'est une branche. L'intensité est la même tout au long d'une branche d'un circuit, c'est-à-dire que si j'ai ici, si je mets l'ampèremètre ici ou si je le mets là, ça n'a pas d'importance, ça mesurera la même chose. Pareil ici, voici une branche, c'est-à-dire que je mets l'ampèremètre ici ou l'ampèremètre ici, je mesurerai toujours la même chose. Alors ça peut être compris avec l'analogie hydraulique, par exemple si c'est de l'eau qui s'écoule dans un tuyau, bah, si j'ai 1 litre par seconde qui s'écoule là, bah, j'ai forcément aussi 1 litre par seconde qui s'écoule là, puisque l'eau ne peut pas s'accumuler dans les tuyaux. Nœud, c'est l'extrémité d'une branche, donc ici on aura un nœud là, un nœud ici, et la loi des nœuds, et une maille, c'est c'est une boucle fermée en fait, c'est une boucle de circuit fermé qui commence à un nœud et qui revient à un nœud, par exemple ici jusqu'ici. Loi des nœuds, la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. Alors par exemple, ici, j'ai plusieurs intensités qui sont fléchées. Alors, on a ici le générateur. La tension E montre que le plus est de ce côté, que le moins est de ce côté. Donc, le courant s'écoule par ici. Donc, on l'a fléché ici dans le sens qui nous paraît logique. Et ici, on a fléché aussi les tensions I1 et I2 qui nous paraissent logiques. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'intensité qui arrive est égale à la somme des intensités qui repartent. Dans notre cas ici, I1 serait égal à I2 plus I3. Bah, c'est ni plus ni moins que la conservation des électrons. Si j'ai 10 électrons qui arrivent, bah, il y en a peut-être 7 qui partent là, 3 qui partent là, mais tous les électrons qui partent là, plus tous les électrons qui partent là, chaque seconde, bah, ça correspond à tous les électrons qui sont arrivés là, chaque seconde. Alors on peut algébriser cette loi pour des fois l'utiliser dans des cas un petit peu plus spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut dire par exemple que on va compter positif toutes les intensités qui arrivent au nœud, donc dans ce cas I1 sera positif, et négatif toutes les intensités qui repartent du nœud. Donc dans ce cas on pourra dire que I1 moins I3, enfin du moins, voilà, I1 moins I3 moins I2, va être égal à 0, c'est ce qu'on écrit ici, la somme à un nœud des intensités algébrisées est égale à 0, et ça revient exactement au même que de dire I1 égale I2 plus I3. Loi des mailles maintenant. Alors loi des mailles, la somme algébrique des tensions rencontrées dans une maille est nulle. Alors, ça se traduit par la somme le long d'une maille des U avec une barre dessus. C'est comme en maths pour les segments qui ont une barre dessus, c'est qu'on s'intéresse aux signes.
Alors ici, on va pouvoir trouver des relations entre différentes tensions. Par exemple, alors, choisir une maille dans laquelle seule une tension est inconnue. Par exemple, ici, je connais tout, sauf U2. Alors, je vais choisir, si je connais E, U1, U5, mais je ne connais pas U2, eh bien, en fait, je vais pouvoir ici choisir une maille dans laquelle il y a U2. Flécher toutes les tensions avec la tête de la flèche du côté du plus du générateur. Alors, ça n'est pas le cas. Si ça n'est pas le cas, comme U4 ici, alors U4, en fait, c'est comme si on avait fait une erreur, on l'a vraiment mis dans le mauvais sens. Ici, la tension, alors pour un générateur, le fléchage de la tension monte dans le sens dans lequel on pousse le courant, et pour les récepteurs, le fléchage montre le sens dans lequel on résiste. On résiste, en fait, on s'oppose au passage du courant qui va par là. Alors, ça semble logique de mettre U2 comme ça semble logique de mettre U5 comme ça semble logique de mettre U3 comme ça. Par contre, on voit que U4 est fléché à l'envers. Alors, c'est pour montrer que si on fait une erreur sur le fléchage des tensions, mais qu'on est logique dans l'application de la loi des mailles, eh bien, en fait, on va simplement trouver pour U4 une valeur négative, et ça voudra dire qu'on l'a fléché dans le mauvais sens. Voilà. Alors, flécher toutes les tensions, choisir un sens de parcours arbitraire de la maille, c'est ce qu'on a fait ici par exemple pour la maille ici dessinée en bleu, alors ça peut être le sens du courant, mais ça peut être le sens inverse du courant, il n'y a pas d'importance. Parcourir la maille dans le sens choisi en ajoutant les tensions rencontrées, si la flèche de tension est dans le sens de parcours de la maille, la tension est affectée du signe plus, sinon elle est affectée du signe moins. Alors par exemple ici, je vais pouvoir écrire pour la maille 1 c'est celle-ci, eh bien je rencontre E, moins U1 parce qu'elle est fléchée à l'envers, moins U3 parce qu'elle est fléchée à l'envers, plus U4 parce qu'elle est fléchée dans le sens de la maille, moins U5 égale à 0. Je suis revenu au point de départ, c'est ce qu'on a écrit ici. Sur la maille 2, on peut écrire E, moins U1, moins U2, moins U5 égale 0. Et sur la maille 3, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un générateur dans la maille, on peut écrire U2, moins U3, plus U4 égale 0. Bon, voilà toutes les relations qu'on peut écrire avec la loi des mailles. Et bien maintenant, il suffit de trouver, selon le cas, il suffit de choisir une des mailles pour pouvoir calculer une inconnue. Exemple numéro 1. Alors, on donne la tension du générateur, 6 volts, on donne U1 qui vaut 2 volts, U3 qui vaut 2 volts, et U5, qui est celle-ci, qui vaut 1 volt. On demande de calculer U2. Bon, ben, on peut choisir la boucle 2, parce que c'est dans cette boucle que je connais tout, sauf U2. Alors dans ce cas, on réécrit ce qu'on avait déjà écrit ici. Donc voilà la loi des mailles, ce qu'elle nous donne de manière brute. Et on peut isoler l'inconnu, donc U2 est affecté du signe moins, passer de l'autre côté du signe égal, ça va être affecté du signe plus, donc on peut écrire U2 égale tout ça, moins la partie U2. Donc ça fait U2 égale E, moins U1, moins U5, c'est-à-dire les 6 volts du générateur, auquel on retranche les 2 volts de U1 et auquel on retranche le volt de U5 et on voit que U2, il ne nous reste plus que 3 volts. Voilà un autre exemple pour vous montrer comment appliquer cette loi. Loi de puissance, donc la puissance électrique reçue par un conducteur ohmique est intégralement convertie sous forme thermique et rayonnante, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. En gros, un courant électrique qui passe dans une résistance, et ben ça chauffe. Voilà comment on pourrait résumer l'effet Joule. Alors comment calculer la puissance dissipée par effet Joule? La puissance, c'est le produit de l'intensité par la tension, donc la tension en volts avec l'intensité en ampères, qui va nous donner une puissance en watts. Et donc si jamais, ça c'est toujours vrai, si maintenant on l'applique à une résistance, eh bien on va pouvoir dire que U égale RI, donc si on remplace U par RI, ça va faire RI fois I, ça va faire RI carré. Ou alors on peut dire que I égale U sur R, dans ce cas on va pouvoir remplacer I par U sur R, et ça va faire U carré sur R. Voilà, tout plein d'expressions qui permettent de calculer la puissance dissipée à travers une résistance. Alors aussi, pour pouvoir comprendre pourquoi, essayer de sentir un petit peu mieux la signification de cette formule, P égale U fois I, alors en fait, on peut revenir à l'analogie hydraulique. On avait vu que l'intensité pouvait être comprise dans une analogie hydraulique par un débit d'eau. U, c'est lié à la poussée de l'eau, on pourrait dire lié à la pression de l'eau.
Alors, un jet d'eau est-il puissant quand il y a un fort débit ou quand il y a une forte pression? En fait, il faut les deux en même temps. Parce que si vous avez une forte pression, mais que vous avez un tout petit trou et qui laisse passer très peu d'eau, ça fera un jet sous forte pression, mais dans lequel il y a peu d'eau qui sort, et ce n'est pas un jet puissant. Inversement, si vous avez beaucoup d'eau qui sort, mais sous faible pression, ce n'est pas non plus un jet puissant. Par contre, si vous avez beaucoup d'eau qui sort avec une forte pression, c'est le cas d'une lance d'incendie de pompier par exemple, ça fait un jet de forte puissance. Voilà donc si on utilise l'analogie, comment est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux le fait que la puissance, en fait la puissance dans un circuit électrique dépend à la fois de la tension et de l'intensité, c'est-à-dire qu'un appareil puissant a besoin d'être alimenté avec une forte poussée d'électrons, donc une forte tension, et a besoin aussi d'une forte intensité, c'est-à-dire d'un fort débit d'électrons.